À l'aube du 12 août 2025, un chiffre Graham a brisé le silence. 70% de l'or national contre un répit de dette, un soulagement immédiat, mais un coût durable pour le Burkina Faso. Que change vraiment ce choix pour la vie quotidienne et pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve-t-il au centre d'une décision qui dépasse un simple calcul budgétaire? Une trajectoire peut basculer. L'enjeu de cette séquence dépasse un débat technique sur la dette ou les ressources naturelles. Il s'agit de comprendre comment une décision présentée comme rationnelle peut redessiner en profondeur la trajectoire économique et politique d'un pays. Pour le spectateur, le bénéfice est clair. Saisir en quelques minutes comment un choix budgétaire influence l'emploi, les prix, la capacité de l'État à investir, et même le sentiment collectif de dignité. Ce qui semble abstrait devient concret. Le cas burkinabé sert ici de révélateur. Il montre comment une marge de manœuvre financière à court terme peut enfermer une nation dans une dépendance durable, ou au contraire ouvrir un chemin plus incertain mais potentiellement autonome. Ce dilemme n'est pas théorique, il concerne directement la stabilité sociale, la crédibilité internationale et la capacité à décider sans contrainte permanente. En une phrase, retenez ceci. Si la décision paraît comptable, ses effets, eux, ne le seront jamais. La promesse de cette analyse est simple. Décortiquer les mécanismes réels derrière le chiffre, sans héroïsation ni caricature, pour comprendre ce qui se joue vraiment lorsque l'urgence financière rencontre la souveraineté politique. La décision ne commence pas par un discours, mais par un chiffre brutal. 70% des réserves d'or, une proportion suffisante pour transformer un compromis financier en test de souveraineté reçu sur le bureau d'Ibrahim Traoré à l'aube du 12 août 2025. Ce nombre n'exprime pas seulement une transaction possible, il dessine un rapport de force condensé en une exigence simple et lourde de conséquences. Accepter signifierait un allègement immédiat de la pression budgétaire, mais au prix d'une perte durable de contrôle sur l'actif le plus stratégique du pays. Refuser, à l'inverse, ouvrirait une zone d'incertitude faite de tensions économiques, de pressions diplomatiques et de risques sociaux à court terme. Pour mesurer la portée de ce moment, il faut revenir au contexte burkinabé. Depuis des décennies, l'économie nationale repose sur un paradoxe persistant, une richesse minière abondante, mais une capacité limitée à en capter la valeur réelle. L'or constitue l'un des principaux piliers des recettes, tout en circulant largement hors du contrôle direct de l'État, via des contrats anciens, des structures juridiques complexes et des circuits financiers extérieurs. La dette, elle, s'est accumulée progressivement, présentée comme le coût nécessaire pour maintenir la stabilité et financer les services essentiels. C'est dans cet équilibre fragile que l'ultimatum s'insère. Officiellement, l'opération apparaît rationnelle. Convertir une ressource naturelle en marge budgétaire immédiate. Mais dans les faits, elle touche à un symbole central, celui de la maîtrise des richesses nationales sur le long terme. Pour Ibrahim Traoré, l'or n'est pas seulement une ligne comptable. Il représente un levier stratégique capable de redéfinir la place du Burkina Faso dans un système international souvent perçu comme asymétrique. Autour de lui, les premières analyses convergent rapidement. Le gain serait réel mais non reproductible, tandis que la perte de contrôle limiterait chaque négociation future. À cet instant précis, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si le pays peut payer, mais s'il peut encore choisir sa trajectoire. La décision ne s'est pas façonnée dans l'isolement. Autour d'Ibrahim Traoré, plusieurs voix ont servi de filtre concret entre un chiffre abstrait et ses effets réels. Une économiste du ministère des Finances a posé le cadre le plus froid. Céder l'or offrirait un répit budgétaire immédiat, mais priverait l'État d'un actif capable de financer durablement ses politiques publiques.
Le gain serait réel mais unique, sans possibilité de répétition. Un second éclairage est venu du terrain. Un ingénieur des mines a rappelé que les gisements ne sont pas des réserves figées, mais des systèmes vivants. Autour d'eux gravitent des emplois, des infrastructures locales et des régions entières structurées par l'extraction. Perdre le contrôle majoritaire sur ces sites réduirait la capacité nationale à orienter les priorités industrielles et à peser sur la chaîne de valeur. Un troisième regard, plus discret, a déplacé la discussion. Une juriste spécialisée en droit minier a souligné l'existence de clauses contractuelles rarement activées, laissant une marge de manœuvre légale souvent ignorée. Cette observation transforme la crise. Elle suggère que le choix n'est pas strictement binaire, mais qu'il existe des leviers intermédiaires, juridiques et institutionnels pour redéfinir les termes de l'échange. Ces échanges produisent un premier impact mesurable. La perception de la crise évolue à l'intérieur comme à l'extérieur. Dans l'opinion publique, l'ultimatum cesse d'apparaître comme un simple problème de dette. Il devient une question de contrôle, de responsabilité et de projection collective. Le débat quitte le registre technique pour entrer dans celui du futur partagé. Concrètement, cela signifie ceci: un choix économique peut remodeler l'horizon collectif. Tout s'accélère en quelques heures. À 6h30, l'ultimatum est formellement enregistré. Jusqu'alors hypothétique, la pression devient opérationnelle. À cet instant précis, rien n'est encore visible à l'extérieur, mais la mécanique institutionnelle s'enclenche. Ibrahim Traoré active des protocoles préparés pour un scénario de contrainte maximale, conçu non pour la communication, mais pour préserver une capacité de décision intacte. À 6h45, les premiers ordres circulent. Les sites miniers stratégiques passant sous surveillance renforcée. Les axes logistiques clés sont sécurisés, sans démonstration spectaculaire, mais avec une intention claire: garantir le contrôle effectif des ressources pendant la phase critique. Cette étape marque le passage de l'analyse à l'action. Le message est discret mais lisible pour les acteurs concernés. À 7h00, une seconde bascule intervient. Certaines communications non sécurisées sont suspendues sur des segments sensibles. Des flux d'informations opérationnelles deviennent inaccessibles à des partenaires extérieurs, tandis que des réseaux techniques sont temporairement isolés. L'objectif n'est pas de bloquer l'économie, mais d'empêcher toute anticipation hostile ou fuite stratégique. Le rapport de force cesse d'être théorique. À 7h30, les premières réactions diplomatiques arrivent. Appels urgents, messagers codés, avertissements formulés à demi-mot. Rien de public encore, mais la pression s'intensifie rapidement. Les autorités burkinabées choisissent de ne pas répondre dans l'instant. Le silence devient un outil. Chaque minute sans réaction réduit la capacité des interlocuteurs à imposer leur tempo. À 9, la séquence quitte l'ombre. Une image circule, prise au-dessus d'un site aurifère désormais sous contrôle étatique. Le drapeau national y est visible. En quelques minutes, les mots or, souveraineté et avenir envahissent les fils d'actualité régionaux. Ce qui devait rester une opération technique se transforme en symbole politique partagé. La narration échappe au seul cercle décisionnel. À midi, Ibrahim Traoré prend la parole. Le discours est volontairement bref et sobre. Aucun détail financier, aucune escalade verbale. Il évoque la responsabilité envers les générations futures et insiste sur la continuité de l'État. Ce cadrage change la lecture de la journée. Il ne s'agit plus d'un refus ponctuel, mais d'une affirmation de trajectoire. L'après-midi confirme l'onde de choc. Les marchés réagissent, les observateurs internationaux recalculent leurs scénarios et les partenaires régionaux ajustent leurs positions. Les échanges se densifient, sans retour en arrière possible.
Ce qui était présenté comme un ultimatum devient une séquence irréversible. Le soir venu, une certitude s'impose. La décision n'a pas seulement répondu à une exigence extérieure, elle a modifié la structure même du débat. La question n'est plus de savoir comment alléger une dette, mais comment assumer les conséquences d'un choix stratégique. L'événement s'achève, mais ses répliques commencent à peine à se propager. Avant la décision, la situation de référence est claire. Les recettes liées à l'or soutiennent le budget national, mais une large part de la valeur échappe au contrôle direct de l'État. Après la reprise de contrôle partiel engagée en août 2025, les premiers écarts apparaissent, mesurables et observés de près par les autorités comme par les partenaires extérieurs. Le premier indicateur concerne les réserves nationales d'or. Dans le trimestre qui suit la séquence de crise, les estimations internes font état d'une hausse d'environ 5,6%. En termes concrets, cela représente près de 200 millions de dollars de valeur désormais reconnue dans les comptes publics. Ce chiffre ne signifie pas une création de richesse soudaine, il indique un changement de captation. Une partie de la valeur existante, auparavant diffuse, devient traçable et mobilisable par l'État, renforçant sa crédibilité financière à court terme. Le deuxième indicateur porte sur la production annuelle, évaluée autour de 85 tonnes. Avant l'ultimatum, près de 60% de cette production transite hors du contrôle direct national via des opérateurs et des circuits financiers extérieurs. Après la décision, les projections suggèrent qu'environ 40%, soit près de 34 tonnes, resteraient désormais sous supervision étatique. Ce déplacement n'équivaut pas à une nationalisation intégrale. Il modifie la répartition des volumes contrôlés et donne à l'État une capacité accrue d'arbitrage sur les exportations, la transformation locale et la redistribution des revenus associés. Le troisième indicateur est le plus sensible politiquement. Les scénarios macroéconomiques anticipent une contraction du produit intérieur brut d'environ 3,2% à court terme. Pris isolément, ce recul semble sévère, mais replacé dans la trajectoire antérieure, il apparaît comme un coup de transition. L'économie burkinabé évoluait déjà dans un contexte de croissance contrainte et de dépendance structurelle à l'aide extérieure. La baisse projetée agit moins comme une rupture que comme un signal de tension temporaire. Ces, tro- Ces trois données ne racontent ni une victoire nette, ni un effondrement. Elles dessinent un déplacement d'équilibre. D'un côté, une perte de fluidité économique immédiate perceptible dans certains flux commerciaux et financiers. De l'autre, un gain progressif de levier décisionnel. La hausse des réserves améliore la marge budgétaire. La reprise partielle de la production accroît la capacité de négociation future et la contraction du PIB devient un paramètre à gérer plutôt qu'une fatalité irréversible. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres remplissent une fonction précise. Ils servent à transformer un geste politique en stratégie lisible. La souveraineté n'est plus présentée comme un symbole abstrait, mais comme une équation mesurable, avec des coûts identifiés et des bénéfices potentiels. Cette quantification permet aussi de répondre aux critiques internes. Elle montre que le refus de l'ultimatum n'est pas un saut dans le vide, mais un pari encadré par des indicateurs suivis et ajustables. La question centrale se reformule alors. Il ne s'agit plus de savoir si la décision était risquée, mais combien de temps il faudra pour convertir ces gains partiels en stabilité durable. Les chiffres n'apportent pas de réponse définitive. Ils fixent un cadre. À l'intérieur de ce cadre, chaque mois compte et chaque ajustement devient décisif. La première lecture, portée par les analystes les plus prudents, met l'accent sur le risque d'isolement. Selon eux, rompre avec des créanciers dans un contexte de fragilité macroéconomique expose à des sanctions, à une raréfaction des devises et à une dégradation rapide du pouvoir d'achat. L'argument s'appuie sur des précédents connus.
Des pays ayant affirmé leur souveraineté sans séquençage ont vu la confiance se contracter, l'inflation s'accélérer et les importations essentielles devenir plus coûteuses. Dans cette perspective, la souveraineté n'a de sens que si elle préserve un minimum de stabilité matérielle. Sans cela, elle se transforme en contrainte sociale difficilement soutenable. La seconde lecture défend une rupture assumée. Pour ses partisans, la dépendance financière n'est pas un accident conjoncturel, mais le produit d'un modèle international qui limite l'autonomie des États riches en ressources. Continuer à céder sous pression reviendrait à prolonger un cycle défavorable, où chaque concession réduit la capacité de négociation future. Ils invoquent des trajectoires où un recentrage progressif sur le contrôle interne des ressources a permis, à moyen terme, de reconstruire des marges de manœuvre. Dans ce cadre, le coût initial est perçu comme un investissement politique nécessaire pour sortir d'une dépendance structurelle. Ces deux positions présentent des forces réelles. La première rappelle les contraintes immédiates et les risques sociaux. La seconde souligne l'impasse d'une soumission permanente. La réponse la plus robuste ne consiste pas à trancher moralement, mais à intégrer leurs exigences opérationnelles. Le cœur du problème n'est ni le refus en lui-même, ni l'acceptation conditionnelle, mais le rythme et la capacité d'ajustement. Une transition trop rapide peut provoquer des chocs sociaux que l'État peine à absorber. Une transition trop lente peut être neutralisée par des pressions externes renouvelées. L'enjeu devient alors séquentiel. Identifier des paliers, mesurer les effets, corriger les trajectoires. Les données présentées précédemment suggèrent que ce séquençage est possible à condition de maintenir des indicateurs publics et des mécanismes de correction. Ainsi formulée, la question cesse d'être idéologique. Elle devient pratique. Comment maximiser l'autonomie sans déclencher une déstabilisation que la souveraineté elle-même ne pourrait contenir? Et voici un tournant essentiel. Le Burkina Faso n'est pas seul. Cette phrase, longtemps confinée au cercle restreint, reconfigure la lecture de toute la séquence. Jusqu'ici, beaucoup interprétaient la décision comme l'expression d'une volonté solitaire, portée principalement par Ibrahim Traoré. La révélation de l'existence d'un dispositif régional change l'équation. Le refus de l'ultimatum s'inscrit dans une architecture collective pensée en amont, reliant le Burkina Faso à ses voisins engagés dans une même dynamique. Ce cadre de coordination ne relève pas de la déclaration symbolique. Il repose sur des engagements concrets touchant à la sécurité, à la logistique et à la protection des ressources stratégiques. Autrement dit, la pression exercée ne vise pas un acteur isolé, mais un ensemble capable de mutualiser ses capacités. Le risque initial ne disparaît pas, mais il se redistribue. Le coût d'une contrainte extérieure augmente mécaniquement. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation joue un rôle précis. Elle transforme une posture perçue comme défensive en mouvement synchronisé. Sur le plan interne, elle réduit le sentiment d'isolement et renforce la lisibilité stratégique de la décision. Sur le plan externe, elle modifie les calculs des partenaires, contraints de raisonner à l'échelle régionale plutôt que nationale. À ce point précis, le sens de la crise bascule. Ce n'est plus seulement un refus budgétaire, mais l'émergence d'un précédent collectif. Le centre de gravité se déplace et avec lui, les règles implicites du rapport de force. Les effets de la décision ne restent pas confinés au tableau macroéconomique. Ils se traduisent rapidement par des impacts différenciés, perceptibles selon les acteurs concernés. Pour l'État burkinabé d'abord, la reprise de contrôle partiel des ressources aurifères modifie la structure des recettes. Les projections internes évoquent une augmentation potentielle des revenus fiscaux liés à l'or pouvant atteindre 40% sur quelques mois. Cette marge ne supprime pas les contraintes budgétaires, mais elle ouvre un espace inédit pour financer des priorités nationales sans recourir immédiatement à de nouveaux emprunts. Le rapport de dépendance vis-à-vis des créanciers s'en trouve partiellement rééquilibré. Pour les entreprises, la situation est plus contrastée.
Dans le secteur minier, certaines sociétés étrangères suspendent ou ralentissent leurs investissements, redoutant une instabilité juridique accrue. D'autres adoptent une posture différente. Elles entament des discussions pour renégocier leurs contrats, conscientes que le rapport de force a évolué. Cette phase d'incertitude pèse à court terme sur certains projets, mais elle crée aussi une fenêtre pour des partenariats plus équilibrés, où la transformation locale et la valeur ajoutée deviennent des critères centraux. Le marché se recompose sans rupture totale, mais avec de nouvelles lignes de tension. Du côté des populations locales, notamment dans les zones minières, les effets sont plus tangibles. La perspective d'une meilleure redistribution des revenus alimente des attentes fortes. Des programmes sociaux, financés par les recettes aurifères supplémentaires, commencent à être évoqués publiquement. Infrastructures de base, écoles, centres de santé figurent parmi les priorités avancées. Même lorsque ces projets ne sont pas encore matérialisés, le simple fait qu'ils soient discutés modifie le climat social. Le sentiment d'exclusion recule au profit d'une appropriation symbolique des ressources nationales. À l'échelle régionale, enfin, la décision résonne au-delà des frontières. Les pays voisins observent attentivement l'évolution burkinabé. Pour certains gouvernements, l'exemple devient un test. Il suggère qu'une coordination régionale peut amortir les chocs extérieurs et réduire l'isolement redouté. Cette lecture renforce la crédibilité des dispositifs collectifs émergents et incite à des échanges plus étroits sur les politiques de ressources et de sécurité. Dans ce paysage, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un décideur solitaire que comme un catalyseur. Son rôle consiste à cristalliser une dynamique déjà latente en transformant une contrainte extérieure en point de bascule interne. Les conséquences de son choix ne se limitent pas à des indicateurs financiers. Elles redéfinissent les attentes de l'État, des acteurs économiques, des citoyens et des partenaires régionaux. La question centrale demeure ouverte. Ces effets initiaux peuvent-ils se transformer en dynamique durable sans fracturer l'équilibre social et économique du pays? C'est sur cette capacité de transformation que se jouera la portée réelle de la décision. À partir des mêmes données de départ, trois trajectoires plausibles se dessinent pour les mois à venir. La première peut être qualifiée de consolidation prudente. Dans ce scénario, l'État maintient un contrôle renforcé sur les sites stratégiques tout en réorganisant progressivement les flux d'exportation. Les recettes issues de l'or augmentent de manière mesurée, suffisante pour préserver les services essentiels sans provoquer de rupture brutale. La croissance reste faible, mais stable. Les tensions diplomatiques persistent, toutefois elles sont contenues par des négociations discrètes et une diversification limitée des partenaires commerciaux. Rien n'est spectaculaire, mais l'économie tient, au prix d'une discipline budgétaire stricte. Le deuxième scénario est plus favorable et repose sur un effet d'entraînement. La coordination régionale devient un cadre actif facilitant des échanges sécurisés et une mutualisation de certaines capacités logistiques. De nouveaux partenaires économiques s'engagent, attirés par un accès plus lisible aux ressources et par une gouvernance jugée plus prévisible. Les recettes minières soutiennent alors des investissements ciblés, notamment dans les infrastructures, la formation technique et l'agriculture. Si ces investissements sont correctement séquencés, ils peuvent enclencher un cercle plus vertueux, où la souveraineté économique commence à produire des bénéfices visibles pour la population. Le troisième scénario est le plus tendu. Les pressions extérieures s'intensifient, certaines mesures restrictives compliquent l'accès aux circuits financiers internationaux et l'inflation progresse. Les importations essentielles deviennent plus coûteuses, affectant directement le pouvoir d'achat des ménages. L'État utilise ces leviers miniers comme amortisseur minimal, évitant un effondrement brutal, mais le coût social devient plus apparent. La cohésion interne est mise à l'épreuve et la marge d'erreur se réduit fortement.
Ces scénarios ne sont pas des prédictions. Ils décrivent des trajectoires conditionnelles. Si la capacité d'ajustement est maintenue, alors même le scénario le plus contraint reste partiellement réversible. Si, au contraire, les décisions se rigidifient ou se politisent excessivement, les marges se referment rapidement. Une recommandation analytique s'impose. Il ne faut pas confondre incertitude et faiblesse. L'incertitude décrit un espace de choix encore ouvert. La faiblesse apparaît lorsque cet espace se ferme. La question des prochains mois n'est donc pas de savoir quel scénario s'imposera, mais quelles décisions permettront de garder plusieurs options actives le plus longtemps possible. Au-delà des indicateurs nationaux, la décision se traduit par des expériences concrètes, perçues différemment selon les groupes sociaux. Pour les jeunes urbains, souvent confrontés au chômage et à l'incertitude, le discours sur la reprise de contrôle des ressources modifie l'horizon des possibles. L'idée que l'or puisse financer des projets locaux nourrit des attentes nouvelles en matière de formation technique, d'emplois qualifiés et d'initiatives entrepreneuriales. Ce déplacement reste largement psychologique, mais il influence déjà les choix individuels, notamment la volonté de rester et de s'investir dans le pays. Dans les zones minières, les travailleurs ressentent la transition de manière plus directe. La réorganisation du contrôle s'accompagne de discussions sur la sécurité, les conditions de travail et la redistribution locale. Même lorsque les changements matériels sont encore limités, le fait que ces sujets soient débattus publiquement rompt avec une longue période d'invisibilité sociale. Pour ces communautés, la souveraineté cesse d'être un concept abstrait. Elle devient une promesse évaluée à l'aune d'améliorations tangibles, attendues mais encore incomplètes. Les ménages urbains perçoivent surtout les tensions, la hausse potentielle des prix, les incertitudes sur les importations et la crainte d'une inflation durable pèsent sur le quotidien. Cette inquiétude coexiste avec un sentiment de fierté collective créant une ambivalence marquée. Beaucoup acceptent l'idée d'un coût à court terme, mais cherchent des signes clairs que l'effort est partagé et qu'il produit des résultats visibles. Pour le spectateur extérieur, ces dynamiques offrent une lecture nuancée. La décision ne suscite ni adhésion unanime ni rejet massif. Elle ouvre un espace de débat où se croisent espoir, prudence et fatigue sociale. C'est dans cette zone intermédiaire que se joue la crédibilité du projet. La question devient alors intime et collective à la fois. Jusqu'où une société peut-elle soutenir une transition exigeante avant d'exiger des preuves concrètes de progrès? Transformer une décision politique en souveraineté durable exige une séquence lisible et mesurable. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu n'est pas l'annonce, mais l'exécution, structurée autour d'étapes interdépendantes. La première concerne la sécurisation des ressources. Des dispositifs associant autorités civiles et forces de sécurité visent à garantir l'intégrité des sites miniers et des axes logistiques. Le critère d'évaluation reste volontairement simple: continuité de la production et traçabilité accrue des flux. La deuxième étape porte sur la révision contractuelle. Un groupe d'experts réunissant économistes, juristes et ingénieurs examine les accords existants. L'objectif n'est pas la rupture systématique, mais la renégociation ciblée, en activant des clauses souvent négligées. La mesure clé devient la part de valeur ajoutée conservée localement, observée à travers les recettes fiscales, l'emploi et les investissements sociaux associés. La troisième étape concerne l'allocation des revenus supplémentaires. Les fonds issus de l'or doivent être orientés vers des projets visibles et vérifiables. Infrastructures dans les zones minières, centres de santé, écoles techniques. Ces investissements jouent un double rôle. Ils améliorent le quotidien à court terme et renforcent l'acceptabilité sociale de la transition. La souveraineté prend alors une forme concrète. Une quatrième étape s'inscrit à l'échelle régionale. La coordination avec les partenaires voisins
vise à réduire la vulnérabilité de chaque État pris isolément. Harmoniser certaines politiques minières et logistiques permet de limiter les chocs extérieurs. Enfin, une cinquième étape traverse l'ensemble du processus, la mesure. Chaque action est associée à des indicateurs publics permettant des ajustements réguliers et visibles. Et à ce stade, la question suspendue depuis le début trouve un début de réponse. La décision n'est viable que si elle reste ajustable. Pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se joue pas dans un acte unique, mais dans la cohérence répétée entre volonté politique, capacités administratives et attentes sociales. Lorsque la tension retombe, ce ne sont ni les tableaux chiffrés, ni les communiqués officiels qui persistent, mais des images plus simples, celles d'un bureau où des avis divergents se sont croisés, d'un site minier redevenu un sujet de discussion publique et d'un débat qui a quitté les cercles fermes pour s'installer dans la société. Les voix entendues plus tôt, l'économiste, l'ingénieur, la juriste, réapparaissent ici comme un fil discret. Elles rappellent que la décision n'est jamais purement politique. Elle est le résultat d'arbitrages concrets, ancrés dans le réel. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré n'émerge pas comme une figure isolée, mais comme un point de convergence. Son choix agit comme un révélateur, obligeant le pays à regarder ses contraintes, voire sans détour. Les fragilités ne disparaissent pas. Elles changent de statut. Elles cessent d'être subies passivement pour devenir des paramètres à gérer collectivement, avec lucidité et constance. Ce déplacement est essentiel. Il évite l'illusion d'un basculement instantané et prépare à la durée. La souveraineté ne promet pas une prospérité immédiate. Elle offre la possibilité de décider, puis d'assumer les conséquences dans le temps. Ce rappel ancre la décision dans une temporalité longue, loin des effets d'annonce. Et si l'on devait résumer en une phrase, choisir, c'est déjà reprendre une part de contrôle. La portée réelle de ce moment dépendra de ce qui suivra, non pas de l'intensité du geste initial, mais de la capacité à le prolonger par des choix cohérents et lisibles. La séquence burkinabé ne se referme pas sur une conclusion définitive. Elle ouvre une conversation plus large qui dépasse les frontières nationales et interroge des choix auxquels de nombreuses sociétés sont confrontées. Ressources stratégiques, contraintes financières, pression extérieure, ces éléments ne sont pas propres à un seul pays. Ils composent d'un paysage commun où chaque décision engage bien plus que des équilibres comptables. Pour le spectateur, l'enjeu n'est pas de trancher à distance ni d'adhérer à un récit unique. Il consiste à comprendre les mécanismes à l'œuvre. Comment une nation négocie-t-elle sa place dans un système international asymétrique? À partir de quel moment une concession devient-elle une dépendance durable? Et quels signaux doit alerter lorsque le coût social dépasse les bénéfices attendus? Ce qui se joue ici n'est pas un modèle exportable, mais une expérience en cours. Elle invite à observer, comparer et surtout discuter sans simplifier à l'excès. La valeur de ce moment réside peut-être moins dans ses résultats immédiats que dans les questions qu'il impose. La discussion reste ouverte, à chacun désormais de réfléchir. Que signifie réellement choisir sa trajectoire et à quelles conditions ce choix peut-il être partagé, soutenu et maintenu dans le temps?